monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un point lecture. Je vous avais dit lors du dernier vlog que je le clôturais rapidement parce que je ne savais pas quand j'allais accoucher et que j'avais peur de ne pas pouvoir le finir. Au final, je n'ai toujours pas accouché, bébé se fait bien désirer et j'ai lu 3 romans et une bande dessinée entre temps. Donc je me suis dit que j'allais venir vous en parler sous forme de point lecture, comme ça reste bien frais dans ma tête et je peux vous en parler au mieux. D'abord on va commencer avec Le Nid du Coucou de Camilla Läckberg. Ensuite je vous donnerai mon avis sur Le Dimanche des mères de Graham Swift. Puis je vous parlerai de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Et je terminerai cette vidéo avec l'adaptation en bande dessinée de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta par Carbone et Juliette Berthaudière. Je vais commencer avec Le Nid du Coucou de Camilla Läckberg que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté à ma maman qui l'a également fini entre temps. C'est le 11e tome des aventures de Patrick et Erika. Le premier tome c'était La Princesse des Glaces et puis il y a eu 10 tomes, une grosse pause et ce 11e tome qui est arrivé un peu par surprise pour ma part. Je ne sais pas si c'était annoncé mais moi je pensais que la saga était définitivement clôturée. C'est une saga que j'adore donc j'étais ravie quand j'ai su qu'un 11e tome sortait. Et je me suis un peu précipitée dessus et j'ai été très heureuse de le découvrir. Les personnages récurrents qu'on suit c'est Erika et Patrick qui sont en couple. Erika elle est autrice, elle se base toujours sur des faits divers, des crimes qui ont eu lieu et elle essaye de démêler d'anciennes affaires. Et Patrick lui il est policier. Et donc il est toujours appelé sur les meurtres qu'il y a dans leur petite ville de Suède. Il y a beaucoup de meurtres dans cette ville honnêtement. Et donc il travaille avec toute son équipe et Erika est toujours là en renfort pour les accompagner dans les enquêtes. Dans ce 11e tome, on va se retrouver dans la bonne société intellectuelle suédoise parce qu'on est avec une éditrice extrêmement réputée, son mari qui est un auteur pressenti pour avoir le Nobel et tout leur groupe d'amis qui gravitent autour d'eux, qui sont tous des intellectuels artistes. Ensemble, ils ont créé une association qui s'appelle Blanche, qui permet aux jeunes artistes d'émerger. Et bref, ils sont vraiment dans leur petit monde d'intellectuels. Il va y avoir les 60 ans de mariage, si je dis pas de bêtises, du couple, donc de l'éditrice et de son mari l'auteur. Et lors de cette soirée, un de leurs amis photographes va être trouvé mort. Forcément, la police de Fjällbacka est mise sur l'affaire. Et en même temps, Erika va commencer à enquêter sur une affaire qui a été classée sans suite dans les années 80 suite à la mort d'une femme transgenre et de sa fille dans leur appartement incendié. C'est très certainement d'origine meurtrière mais ça a été un peu classé sans trop se soucier parce que c'était une femme transgenre dans les années 80. Donc on voit que l'affaire a été étouffée et très vite balayée. Ça a été un immense plaisir de me replonger dans cette saga, très honnêtement, j'ai été plus que ravie de retrouver les personnages. C'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu du mal à raccrocher les wagons, à savoir qui était qui dans le commissariat. Même dans le couple Erika et Patrick, je me rappelais de certaines choses, mais je me rappelais pas de tous les détails, leurs enfants, etc. Il y avait pas mal de choses qui m'étaient sorties de la tête. Après, ce n'est pas très important parce que dans chaque tome, vous avez une enquête inédite. Ici ce qui est chouette c'est que c'est 2 enquêtes croisées. J'ai trouvé que ça c'était très intéressant parce que ça amène beaucoup de dynamisme au récit. Et en fait tout le roman est hyper prenant, c'est très page turner. On voit que Camilla Läckberg elle maîtrise vraiment les codes. On passe quelques pages avec un groupe de personnages, hop on passe à un autre. Et en fait on n'a jamais le temps de s'ennuyer. On ne sait aussi bien sur l'enquête que sur la vie privée des personnages récurrents. Et ça se passe très bien. Certes, il y a beaucoup de moments très noirs, mais pour moi, c'est vraiment une saga doudou. On parle beaucoup de Cozy Mystery pour l'instant. C'est un genre dans lequel j'ai pas encore trouvé une porte d'entrée qui m'a convaincue à 100%. Mais pour moi, c'est vraiment ça, mon petit Cozy Mystery. On a des enquêtes qui sont bien ficelées, qui sont vraiment bien faites. On a des crimes, c'est parfois un peu gore. Mais il y a ce côté hyper réconfortant de retrouver des personnages qu'on aime, des personnages qu'on connaît et avec lesquels on se sent bien. Et je trouve, au-delà de tout ce que je vous ai dit, que le fait que Camilla Läckberg ait introduit un personnage transgenre est hyper intéressant. Parce qu'on voit qu'elle s'est vraiment renseignée au maximum sur le sujet pour ne pas être maladroite, pour ne pas dire des choses qu'il ne fallait pas. Et d'ailleurs,
Elle le fait beaucoup à travers le personnage d'Erika qui se pose des questions, qui se demande si elle peut parler de cette femme, donc qui s'appelle Lola, comme ça. Parce qu'elle ne sait jamais quel terme utiliser, etc. Mais on voit que tout est fait dans le respect. Évidemment, je ne suis pas concernée par la thématique, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est extrêmement bien fait ou non. Toujours est-il que j'ai trouvé ça vraiment bien de mettre ce personnage en lumière, de le mettre au premier plan de ce roman, et je trouve que ça apporte beaucoup d'empathie au lecteur. C'est un aspect de l'histoire que j'ai vraiment apprécié. Il y a eu un changement de traducteur entre les anciens tomes et les nouveaux. Donc avant, ils étaient toujours traduits par la même traductrice. J'ai son nom juste ici sous les yeux. Elle s'appelle Lena Grumbach. Et là, c'est un nouveau couple de traducteurs qui a traduit. Et il y a un changement dans le ton. Il y a quelque chose de beaucoup plus vulgaire. Et c'est déjà ce que j'avais reproché à Camilla Läckberg quand j'avais lu La Cage Dorée. J'ai pas continué cette saga là, j'avais juste lu le premier tome. Mais il y a un côté vraiment vulgaire gratuitement. Et ici parfois il y a certains termes qui sont utilisés, je me dis ok, c'est un peu bizarre. Et voilà, je préfère vous le dire, il y a parfois des moments avec des termes très crus. Alors que bah c'est pas utile quoi. C'est des dialogues par exemple entre Erika et Patrick, c'est pas utile d'utiliser un terme hyper cru pour parler de ça. Donc je sais pas si c'est un problème de traduction, si Camilla Läckberg a un nouveau revirement dans son style, j'en sais rien. Mais je préfère vous dire que maintenant il y a quelques passages un petit peu crus dans les romans de Camilla Läckberg. En tout cas moi j'espère qu'elle fera un 12e tome. Parce qu'en plus on nous laisse sur un certain suspense à la fin de celui-ci. Et puis parce que je trouve toujours que ces enquêtes sont super bien ficelées, que c'est très bien fait. Ici, bah, la conclusion m'a totalement convaincue. Je trouve que toute la construction est super bien faite. On arrive à la fin à ce point culminant puis à la révélation. Tout se tient bien debout, c'est carré, c'est efficace. Et c'est tout ce que je recherchais. Ensuite, j'ai lu Le Dimanche des mères de Graham Swift, qui est un tout petit roman. Il fait 170 pages. Il était dans ma pile à lire depuis 5 ans. Je pensais que je le lirais jamais et là je me suis dit allez, pourquoi pas, lance-toi. En fait c'est surtout parce que je voulais lire un roman court, j'en ai pas beaucoup dans ma pile à lire. Et je me suis dit bon allez, on va tenter. Ça a été une lecture en demi-teinte. On est ici en 1924, on est le 30 mars 1924 en Angleterre, dans la bonne société anglaise avec les aristocrates qui ont leurs domestiques. Et ce fameux 30 mars, c'est le dimanche des mères, c'est-à-dire que c'est le jour de l'année où les domestiques ont le droit de quitter la maison des personnes pour lesquelles ils travaillent pour aller dans leur famille, pour rendre visite à leur famille. Et donc tous les aristocrates doivent se débrouiller pendant une journée par eux-mêmes, pendant que cuisinières, femmes de chambre, etc. retournent chez elles, et chez eux, hein, les domestiques masculins aussi, c'est juste que dans cette histoire-ci, il n'y a que des femmes. Et nous on va suivre plus spécifiquement le personnage de Jane. Jane c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années, je crois qu'elle a 22 ans dans l'histoire. Et Jane en fait est orpheline, elle n'a jamais connu ses parents. Donc elle a personne à aller voir ce fameux jour du dimanche des mères. Mais elle est la maîtresse d'un garçon de très bonne famille qui habite tout près et qui lui donne rendez-vous à ce moment-là. Et donc on va suivre leur rendez-vous clandestin évidemment parce que lui n'est pas du tout promis à être marié avec une femme de chambre. Son destin est déjà tout tracé et est tout autre. Et au final, cette journée va venir chambouler tout le reste de sa vie. Je ne vais pas vous en dire plus sur le résumé parce que comme c'est très court, vous ne pouvez pas en savoir plus. Et de toute façon, il se passe vraiment pas grand chose. On est dans un roman très contemplatif, très descriptif. Au début, c'est quelque chose qui m'a bien plu parce que j'ai aimé plonger dans cette ambiance anglaise. Moi j'aime bien cette ambiance dans les belles maisons, un peu à la Downton Abbey si on peut dire. J'ai l'impression qu'on fait toujours cette comparaison là, mais c'est la comparaison un petit peu facile quand on se retrouve dans des familles où on a les aristocrates et les domestiques. Mais le personnage de Jane est un personnage à part parce que c'est une jeune femme assez avant-gardiste, c'est une jeune femme assez libérée, c'est une jeune femme cultivée. Et bref, j'aimais bien ce contexte, j'aimais bien connaître un petit peu les personnages. Et le contexte historique est intéressant aussi parce qu'on est dans l'après-Première Guerre mondiale. Et on voit tous les dégâts
qu'a pu faire cette guerre sur ces familles avec les fils disparus au combat. Et après, vers la moitié, j'ai trouvé que ça devenait vraiment très lent. Donc on va être dans une succession de descriptions. On va avoir certains procédés narratifs qui sont intéressants. Je n'ai pas très envie d'en parler plus pour pas vous en révéler plus. Mais on est sur quelque chose qui est assez bien construit. Mais je trouve que la deuxième moitié est un petit peu plate et un petit peu trop descriptive, tout simplement. Et je sais très bien que d'ici un mois, je me rappellerai pas vraiment de l'histoire et que ça me marquera pas vraiment. Alors certes, Graham Swift, enfin, c'est une traduction, mais c'est bien écrit, c'est joli. Il y a certaines phrases que j'ai relues parce que je les trouvais belles. Mais on est quand même trop dans la lenteur et dans la description du moment. Alors je sais que certaines personnes trouveront sans doute ça magnifique et je peux comprendre. J'ai pas trouvé ça déplaisant, mais je me suis dit heureusement que ça fait pas plus de 170 pages, sinon ce serait franchement devenu ennuyeux. On l'évite de justesse, mais c'est juste que je sais que ça me marquera pas plus que ça. Ensuite, totalement par hasard, j'ai lu Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. C'était pas du tout prévu, j'avais pas prévu de le lire. Mais je me suis dit que j'avais envie de lire quelque chose sur ma liseuse. Ce que j'avais sur ma liseuse me tentait pas vraiment. Et puis j'ai vu que Mexican Gothic, qui était dans ma wishlist, était à 3 € en ebook. Je l'ai pris, je l'ai tenté. Et en plus ces derniers jours il a fait vraiment mauvais, il faisait que pleuvoir, il faisait un peu brumeux. Donc c'était l'ambiance parfaite. Mexican Gothic, en gros, tout est dans le titre. Hein. Vous comprenez assez vite dans quoi vous allez mettre les pieds. C'est un roman gothique qui se passe au Mexique. Voilà. On va suivre la jeune Noémie qui a une vingtaine d'années, qui vit à Mexico avec ses parents. Elle vient d'une bonne famille et elle, sa vie est faite que de fêtes, de séduction avec des jeunes hommes de son âge. Elle a des projets plein la tête, elle a envie de faire des études, elle a envie de s'émanciper. Et en fait, son père va recevoir une lettre de sa cousine, Catalina, donc la cousine de Noémie, qui est comme une sœur pour elle, elles ont grandi ensemble. Catalina s'est mariée il y a quelques mois avec un Anglais. Elle est partie dans un autre village du Mexique. Et elle a l'air de ne pas être très bien mentalement. Elle a écrit une lettre assez alarmante au père de Noémie pour expliquer qu'en gros elle avait des visions, qu'elle se sentait pas bien et que ça n'allait pas du tout dans sa nouvelle maison, dans sa nouvelle famille. Et Noémie décide d'aller la voir pour voir ce qui se passe de ses propres yeux. Et elle va prendre ses affaires direction El Triunfo, donc le village dans lequel vit sa cousine. Elle vit avec la famille de son mari qui s'appelle Virgile, et c'est une famille anglaise qui avait récupéré une mine dans cette ville-là. Ils vivent dans un manoir tout en haut de la montagne, au milieu de la brume, dans l'humidité, tout est sombre dans le manoir. Noémie débarque là et très vite elle voit qu'il se passe des choses assez particulières. Quand je vous le pitch comme ça, je me dis qu'en fait le début m'a énormément plu. Débarquer dans cette ambiance brumeuse, froide, humide, un peu effrayante, j'ai adoré parce que ça fait très Sœur Brontë, Daphné du Maurier, enfin de genre d'ambiance que j'aime beaucoup, ambiance gothique tout simplement. Et j'ai bien aimé aussi le personnage de Noémie parce que c'est une jeune femme qui arrive à s'imposer, qui arrive là avec ses robes de couleur, qui arrive là avec son rouge à lèvres, avec ses hauts talons, qui colle pas du tout au cadre, qui colle pas du tout aux autres personnages parce qu'ils sont tous assez austères. Et pourtant elle se démonte pas et elle est là pour voir sa cousine Catalina qui est alitée et qui n'est pas bien. On lui dit qu'elle a la tuberculose et petit à petit elle va apprendre plein de choses, mais je ne vais pas vous en dire plus. Au niveau de l'ambiance, donc pour moi c'est très réussi, c'est vraiment bien fait. J'ai bien aimé qu'on soit au Mexique, ça change un petit peu. Bien que forcément l'ambiance gothique est plutôt transposée à l'Angleterre. Même si on est au Mexique, c'est une famille anglaise dans un manoir typiquement anglais. Donc on quitte vite ces couleurs et cette originalité qu'on avait à Mexico au tout début du roman, mais ça dure vraiment pas longtemps. Mais moi j'avoue que j'ai été moins charmée sur le dernier tiers. Alors c'est rigolo parce que hier je lisais les avis sur Livre Addict et je vais totalement à contre-courant des autres avis parce que beaucoup de gens disent « Ah, je me suis un peu ennuyée au début mais j'ai adoré la fin ».
Et moi c'est exactement l'inverse. J'ai adoré le début, j'ai adoré la mise en place, j'ai adoré la mise en contexte, j'ai adoré avoir des petits indices au fur et à mesure sur qu'est-ce qui se passait avec cette famille. Et en fait après, dans le dernier tiers, on prend une direction qui me plaît pas personnellement, mais c'est de ma faute en soi, c'est pas mes goûts à moi. C'est écrit très clairement dans les genres du livre que c'est un genre terreur, bon ça fait pas très peur, hein, honnêtement vous pouvez y aller, et fantastique, et moi c'est le côté fantastique qui m'a pas forcément parlé, mais c'est pas du tout caché, c'est totalement assumé. Mais moi c'est vrai que j'ai commencé à le lire en me disant ah il va y avoir un truc concret derrière à se mettre sous la dent. Alors il y a un truc concret, mais c'est pas le genre d'histoire qui m'emporte. En fait ça m'a un peu embrouillé tout ce truc fantastique et ça m'a moins charmé. Donc j'en suis ressortie un peu, le dernier tiers je me disais oh ça me passionne plus vraiment. Et la fin est très abrupte, ça se termine vraiment de manière assez sèche. Et en fait on se dit mais il faudrait encore 20 pages pour avoir la fin et savoir comment ça se termine vraiment, parce que là on reste avec des questions dans la tête. Et voilà, c'est bien fait, franchement je trouve que le tout est bien ficelé, est bien amené. J'ai adoré l'ambiance, mais c'était pas un roman pour moi, tout simplement. Et je crois que j'aurais pu m'en rendre compte plus facilement. Et en fait j'aime le fantastique, c'est pas quelque chose auquel je dis non d'office. C'est juste que là c'était trop hard pour moi au niveau fantastique, c'était trop. Mais voilà, c'est la vie et c'est comme ça. Et j'ai quand même passé un bon moment de lecture et au moins ça m'a fait un petit peu sortir de mes habitudes et ça faisait bien la transition pour le début de la saison automnale. Je sais qu'on n'est pas en automne, mais vu le temps qu'il y a dehors, on s'y croirait. Et je termine avec un roman graphique. Je termine avec donc Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, adapté par Carbone et Juliette Bertaudière. Donc c'est Carbone qui est à l'adaptation et au dialogue et Juliette Bertaudière au dessin. J'ai lu il y a quelques années le roman de Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. C'est avec ce roman que j'ai découvert l'autrice, comme beaucoup d'entre vous je pense. Et j'avais adoré, ça avait été un vrai coup de cœur, j'avais été transportée par cette histoire. Donc quand j'ai vu qu'il était adapté en bande dessinée chez Albin Michel Bande Dessinée, ben je l'ai acheté directement. Et j'ai été très émue de me replonger dans cette histoire. C'est l'histoire d'Émile, un jeune homme de 26 ans qui souffre d'une forme d'Alzheimer précoce. Donc c'est une maladie incurable, petit à petit il va perdre la mémoire et il va mourir. Il est condamné, il a maximum 2 ans à vivre. Et lui il veut pas finir sa vie sur un lit d'hôpital à subir une batterie d'examens. Il a envie de vivre sa vie, de partir à l'aventure. Et il va poster une petite annonce dans un journal, sur internet, pas dans un journal, c'est sur internet, pour dire qu'il recherche une compagne ou un compagnon de voyage pour l'accompagner en camping-car, sillonner les Pyrénées. Et c'est Joanne qui va répondre. Joanne, c'est une jeune femme de 29 ans, très énigmatique, qui parle pas beaucoup et qui se propose pour l'accompagner. Et on va suivre leur périple ensemble. On va suivre comment ils vont apprendre l'un et l'autre des choses au contact de l'autre personne, comment ils vont changer leur regard sur le monde, etc. Donc tout ça c'est très émouvant. Forcément l'histoire qui fait je crois 600 pages ou quoi en roman, ici c'est retranscrit en 230 pages. Donc c'est sûr et certain qu'on n'a pas tous les éléments, parfois ça va très vite, mais ça n'empêche quand même pas l'émotion de passer. C'est quelque chose que j'ai trouvé bien fait parce que j'ai pleuré 2 fois en lisant la bande dessinée, donc l'émotion elle est là, elle passe. Mais c'est vrai que tout va très vite, tout s'enchaîne très vite. Moi ça m'aurait pas dérangé que la bande dessinée elle fasse 300 pages. Après je me rends bien compte que pour les auteurs et dessinateurs c'est un boulot titanesque, évidemment. Mais ça m'aurait pas dérangé qu'on prenne plus le temps sur certaines périodes, sur certaines choses. Notamment je trouve que ça démarre super vite, beaucoup plus vite que le roman. Après je comprends aussi qu'il faille rentrer dans l'histoire à un moment donné. Les dessins c'est pas forcément ce que moi j'apprécie, c'est pas ce que je préfère. D'autant plus que parfois on nous souligne le fait que les personnages sont subjugués par la beauté des paysages. Et je trouve que le dessin ne permet pas de voir ça, parce que parfois c'est un peu trop brouillon, parce que les couleurs utilisées sont toujours dans la même palette et dans les mêmes teintes.
et que quand on est époustouflé par un paysage de montagne et qu'en fait tout est dans les tons rose et rouge, nous on se rend pas bien compte de à quoi ça ressemble ce paysage. Donc c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. Mais sinon le style, je me suis vite habituée quand c'est des scènes de dialogue entre les personnages, même si c'est pas le genre de dessin que je préfère, ça ne m'a pas gênée du tout. Mais c'est juste que parfois ça me frustrait un petit peu parce que je trouvais que ça collait pas vraiment au road trip tout simplement, parce que c'est un format road trip, ils font que voyager. Donc on a envie d'en prendre plein les yeux, on a envie d'être émerveillé par la nature qui s'offre à eux. Et on est un peu bloqué par ce dessin qui ne rend pas ça très concret sous nos yeux. Ce n'est évidemment que mon avis. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour mes dernières lectures. J'espère vraiment que ce point lecture vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres dont j'ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!